Donc, je pourrais dire que pour moi, ça n'a pas d'importance dans la vie. Justement, c'est un problème de communication qu'on a. Par contre, pour la vie, c'est extrêmement important la communication. Pourquoi? Parce que tous les échanges et les échanges énergétiques qui peuvent se faire, la grande majorité de ces échanges-là qui peuvent se faire entre les individus humains, entre l'espèce humaine entre autres, là, puis d'autres espèces, peuvent se faire et se font surtout par la communication. Bon, alors pour nous, le langage Exactement, verbal c'est ça. Entre autres. ou télépathique. C'est ça, ou encore corporel ou par langage écrit, mais surtout le langage oral, oui. C'est très, très, très important. Parce qu'il y a différentes sortes d'énergie qui sont transportées par la voix, par la parole. Il y a une énergie qui est vibratoire, qui est simplement, qui peut, l'énergie même de la voix. Après ça, il y a l'énergie qui entoure la parole même, la formation. C'est-à-dire que quand on forme un mot, on forme une forme justement d'énergie qui est projetée, qui est captée par les oreilles, puis qui va être interprétée, mais cette forme-là que je crée, moi, d'énergie, va influencer de différentes façons l'individu qui va le capter. Les insultes vont le faire réagir de différentes manières. Des mots doux, ça peut aussi finir dans des endroits mystérieux et secrets. Alors, la parole, l'idée même que je mets aux mots que je lance, c'est très, très important. Le seul problème de ce genre de communication-là, qui est quand même très archaïque, télépathie est un peu plus subtile, c'est que la forme d'énergie, quand elle pénètre, est assujettie, est associée à sa correspondance, d'accord, psychologique, c'est-à-dire que si je donne le mot papillon, automatiquement, le mot papillon va pénétrer dans l'individu qui l'entend, puis va venir le coller à son mot papillon. Un processus qui est inconscient. Puis automatiquement, ben, la mémoire du mot papillon va faire ressurgir c'est quoi le papillon. Puis automatiquement, c'est pareil. Alors moi, je parle d'un papillon, donc je parle d'un insecte qui vole, qui a des ailes, tout ça. Bon, ça va. Le mot lui-même a fait ressurgir de la mémoire de l'individu la définition du mot. Maintenant, Si c'est une personne mystique ou spirituelle, elle va voir ça plutôt comme une c'est ça que métamorphose, j'allais peut-être. dire. Maintenant, tout dépend de comment a été programmée sa mémoire à l'homme. C'est comme un ordinateur, de toute façon, il fonctionne pareil. Alors, tout dépend de son éducation, puis de tout son schéma de vie antérieure, ou de vie, je parle jour sur jour, depuis sa naissance aller jusqu'à aujourd'hui, sa vie éducationnelle, sa vie d'enfant, adolescent, adulte. Tout dépend de comment, quelle définition a été incrustée dans sa mémoire avec le mot papillon pour l'instant. Alors, ce qui fait que si moi je parle d'un papillon, ben, je vais automatiquement avoir une espèce de dessin de forme. Il va être sur une fleur en train de voler, ou etc. Puis les couleurs vont être différentes automatiquement du tien. On parle de la même chose. On parle d'un papillon. Mais si on veut aller précisément, on ne parle pas de la même chose pantoute. Toi, tu parles d'un gros, moi d'un petit, moi d'un bleu, toi d'un vert avec du rouge, moi d'un de 4L, le tien peut être blessé ou non. Moi, il est sur une fleur, le tien peut voler, il peut y en avoir d'autres autour. Il y a quoi? Il y a paquet de choses. Avec des mots avec qui transportent ou qui véhiculent une plus grande intensité, comme liberté, par exemple, ou amour, ou des choses comme ça. Il doit y avoir encore autant de variantes qu'il Plus y a le mot, d'individus. ben, je disais plus le mot est moins. Moins le mot est défini, plus l'interprétation du mot et la déformation de l'énergie vibratoire que le narrateur a lancée va être Subjectif, perturbée. Ouais, oui, c'est ça, ça sera exactement. subjectif à ce Alors, moment-là. si moi je lance le mot liberté, ben, à des millions de personnes, il y a des libertés en prison, il y a des libertés qui sont inconditionnelles, des libertés conditionnelles, des libertés dans tout cas. On peut avoir autant d'interprétations qu'il va y avoir d'individus. Ce qui fait que le mot, la vibration transportée par le mot, c'est une vibration qui a une certaine forme, qui va influencer automatiquement l'auditeur, mais il va être assujetti à sa mémoire, qu'il a déjà lui-même de ce mot-là, de cette forme de mot-là, et puis va être interprété. Alors, quand tu définis un mot, ça veut dire que tu en expliques la C'est-à-dire que je forme mets qui plus contient de mots, ce l'énergie. qui fait qu'automatiquement, la personne, elle, si elle associe tous les mots que je donne pour définir mon mot, tous les mots que je me sers comme explication, ça fait que normalement, elle devrait arriver aux mêmes réponses que moi. Mais vu que dans sa tête, les interprétations vont faire qu'elle va arriver à un autre cheminement, elle est capable, elle, de suivre mon cheminement quand même, puis automatiquement, elle va voir ce qu'elle comprenait du mot liberté, par exemple, ce que moi je veux dire par le mot liberté. Si elle accepte que, OK, d'accord, c'est ce que tu veux dire, mais là, automatiquement, ma définition a presque sa définition. Est-ce que tu vois, toi, dans la communication, est-ce que tu vois des lois? Oui. Ben, des lois. Les lois, c'est toujours un processus qui est incompris par l'homme. On met une loi. Mais dire, en réalité, non, il n'y a pas de loi, là.
mais il y a quand même une démarche présentement que l'homme est obligé de suivre, qui à un moment donné aura pu à suivre. Mais comment est-ce que tu vois une bonne communication, toi, entre On est à deux peu près sur la personnes? même longueur d'onde. Bon, mais c'est à peu près ça, étant donné que c'est vibratoire, que c'est ondulatoire. Ça dépend ça dépend premièrement de l'état psychologique des deux individus. Ça va de soi. Il y en a un qui doit être récepteur, l'autre doit être émetteur, ou les deux doivent être récepteurs et émetteurs, mais ils doivent être également récepteurs et émetteurs. C'est-à-dire que si tu as deux émetteurs en même temps, la communication peut à peu près pas exister. Deux personnes qui parlent en même temps. Exactement, qui doivent communiquer en même temps, les mettre des informations différentes ou pareilles. Il ne peut pas avoir de communication. Deux récepteurs, deux personnes qui sont auditives, des auditifs, qui veulent écouter, ben, la conversation va être plate. Puis si tu as une personne qui doit absolument parler, puis une personne qui se doit d'écouter, ben là, tu peux avoir une conversation, il y a quand même une communication. Alors il faut qu'il y ait un jeu d'alternance dedans. Pour avoir une conversation, mettons, Pour bilatérale, pas que la oui, conversation soit rompue, il faut qu'il y en ait un qui commence, l'autre qui écoute, ensuite l'autre tout le parle temps, et c'est ça. ensuite Je l'autre te dis, il écoute. peut être récepteur-émetteur, mais quand même d'une façon égale. Alors, pas tout le temps émetteur, pas tout le temps récepteur. Ça, c'est une des premières lois, ça va de soi, des communications. Bon, et est-ce que tu envisages, toi, à un moment donné dans l'humanité où on va passer de ce langage, enfin de la communication psycho-verbale à une communication télépathique? Oui, c'est déjà commencé depuis déjà belle lurette, sauf que c'est des phénomènes qui sont très, très, très isolés, puis qui sont plus souvent qu'autrement inconnus de l'homme lui-même qui va le vivre. Ils sont inconscients. C'est dû à quoi la télépathie entre deux personnes? Ah, c'est dû premièrement à des affinités qui sont vibratoires, des affinités qui peuvent être vibratoires au niveau du corps vital, du corps, la vie, au niveau du corps physique, au niveau du corps émotif, du corps émotionnel, du corps astral, au niveau du corps mental, de l'intellect, puis sur d'autres plans, sur d'autres niveaux pour différents individus qui se font de moins en moins rares, mais qui présentement sont très rares. Alors, ce qui fait qu'au niveau télépathique, c'est pas une communication qui se fait comme la communication orale ou verbale, c'est une communication qui se fait instantanément, c'est-à-dire que toi, tu sais ce que moi je veux communiquer à l'instant même où je veux le communiquer. Alors, les parapsychologues disent, eux, dans l'étude du phénomène de télépathie, que ça prend un champ affectif. Ça veut Oui. dire des personnes au niveau émotionnel qui partagent les mêmes genres d'émotions ou Mais là, c'est une télépathie qui est astrale, qui est presque physique. oui, Moi, je parlais d'une télépathie qui va être mentale. Parce oui. qu'il y a différentes façons de communiquer télépathiquement. D'accord? Toi, tu parles de longueur d'onde à ce moment-là plutôt que de champ Automatiquement. Ce qui affectif. fait que moi, physiquement parlant, je peux me faire mal, puis toi, tu vas le savoir si on est en contact astral, c'est-à-dire en contact émotif depuis longtemps. C'est comme dans E.T., ça, comme dans le film E.T. Oui, ça pourrait ressembler à ça, oui. Ou dans il y a plusieurs films, mettons, qui ont été faits dans ce genre-là. Les jumeaux vont souvent communiquer d'une façon qui est émotive. Alors, ils vont devoir, c'est une télépathie qui est corporelle. Si j'ai extrêmement faim, je peux me mettre en contact télépathique. J'ai une souffrance corporelle. Souffrance, ça peut être autant quelque chose de bon ou de mauvais, là. Mais mettons, j'ai quelque chose qui se passe au niveau du corps, qui est perçu par le corps astral, par le corps émotif, puis automatiquement, ça peut mettre en contact mon émotion avec la tienne. C'est une communication qui s'approche de la communication verbale, qui n'est pas aussi instantanée, qui n'est pas aussi claire, qui est sujette à des formations, puis à plusieurs choses. Moi, je parlais d'une télépathie où l'humanité s'en va, une télépathie qui est mentale, qui est intellectuelle, ce qui fait que ça se fait à la vitesse de l'électricité. C'est beaucoup plus rapide que ce que les corps émotifs peuvent faire. C'est en vitesse, ça se rapproche assez de la vitesse de la lumière, mais c'est presque instantané. Mais vu les distances, c'est instantané. C'est une télépathie qui est mentale, qui n'est pas émotionnelle, qui fait que c'est pas dans un état émotif particulier ou dans un état de souffrance physique particulière que je vais entrer en contact avec toi. Ni, ben, si par exemple je désire communiquer avec quelqu'un, c'est automatiquement un état émotif. Alors moi, je parle d'une télépathie mentale, à un moment donné, où on va discuter tous les deux, et puis là, je commence à développer un sujet. Oups, tu correct, tu as tout compris, c'est bien, bien, bien clair, c'est parfait. Ça, c'est une télépathie qui est mentale. Celle-là, l'homme s'en va de plus en plus la développer, puis c'est le seul moyen de communication dans lequel n'intervient pas la déformation ou l'interprétation de la chose qui est communiquée. C'est de plus en plus vers ça qu'on s'en va. Est-ce que tu fais une différence entre le mot intellect et le mot mental? Ben, une légère différence, une nuance, encore une fois, mais là encore, si on parle en termes de mots. Mais le corps mental, c'est quelque chose qui implique l'intellect de l'homme. L'intellect, c'est tout ce qui peut, c'est son phénomène de réflexion, l'intellect. Ce qui peut lui permettre de pseudo-agir dans le domaine, dans le monde physique. Par contre, l'intellect, il vient du corps astral, c'est-à-dire vient du corps astral. Le mental
est lié au corps astral, mais là, on rentre un peu dans l'ésotérisme, dans les choses un peu plus avancées. La mémoire peut s'incruster dans le corps astral, mais la mémoire, ce n'est pas que le corps astral. La mémoire peut s'incruster seulement là, ce qui fait que bien souvent, on va dire que le corps astral est le corps des mémoires. La mémoire s'incruste là. Mais la mémoire, c'est elle qui permet à l'intellect d'exister, même si l'intellect est du domaine du mental et non pas du domaine de l'astral. L'intellect ne peut exister que dans le corps mental, ne peut pas exister dans le corps astral. On en a déjà parlé de toute façon. Si tu peux penser consciemment, c'est simplement parce que tu te sers d'outils qui sont tirés de ta mémoire. Si on peut parler, c'est parce que je me sers de mots que j'ai appris, donc qui sont dans ma mémoire. Si je peux marcher, fonctionner, faire quoi que ce soit, si je peux réfléchir de quelque manière que ce soit, c'est parce que je me sers de connaissances qui viennent de ma mémoire. Si j'ai aucune mémoire, je peux même pas avoir d'intellect. Je peux pas lire un livre, je peux pas rien faire, je peux pas conduire une auto, je peux absolument même pas réfléchir. Alors, ce qui fait que l'intellect peut vivre que dans le corps mental. Mais l'intellect, lui, vient de l'astral, c'est-à-dire que l'intellect vient de la mémoire qui, elle, peut s'incruster que dans l'astral. Alors, il y a une nuance entre ces deux corps-là, puis entre notre psychologie. Notre phénomène psychologique, nous autres, c'est pas un phénomène qui est comme tel, tout à fait astral, tout à fait mental. C'est un phénomène qui est mémoriel. L'intellect en fait partie. Toutes les motivités de l'homme en fait partie. Puis il y a d'autres choses de l'homme aussi qui en font partie. Ça, c'est notre phénomène de psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans une conversation où une personne essaie de convaincre une autre? Au niveau de la communication, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer différentes choses. Il peut simplement avoir une rupture de conversation parce que la personne qui veut convaincre n'a pas un auditeur qui veut être convaincu. Une personne que tu vas convaincre, c'est tout le temps une personne qui recherche, normalement. Donc, qui a des portes ouvertes à se laisser convaincre. Une personne qui est dans le besoin, qui est dans la crainte, une personne qui est dans la recherche. La personne qui se laisse convaincre, c'est une personne, donc, en partant, qui est auditeur, qui est déjà d'accord à être auditeur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si moi, je suis capable d'employer la bonne forme orale, la bonne forme de vocabulaire, si j'emploie les bons mots, autrement dit, pour que l'association qui va en être faite au niveau de ta mémoire, de ta psychologie, puisse faire en sorte qu'elle soit acceptée par ta définition même que toi-même de ces mots-là. Alors, pour convaincre quelqu'un, il faut déjà avoir une bonne connaissance de la psychologie de l'homme. Alors, ça, c'est très, très important. Les hommes, les politiciens, justement, d'ailleurs, le savent. C'est ceux qui ne le savent pas, c'est pas eux autres qui font leur discours, c'est d'autres qui connaissent la psychologie de l'homme. Mais pour la personne qui se conscientise, qui va vers la conscience de plus en plus grande, est-ce que c'est nécessaire de convaincre? Non, la personne qui va vers une conscience de plus en plus grande va à un moment donné prendre conscience qu'elle n'a pas à convaincre. Parce que quand tu veux convaincre quelqu'un, c'est tout le temps parce que tu veux l'amener à tes idées. Puis quand tu vas amener quelqu'un à tes idées, c'est tout le temps parce que toi, tu crois à que tes idées sont correctes. Puis quand tu crois que tes idées sont correctes, c'est tout le temps parce que tu le sais pas. Puis quand tu le sais pas, tu as tout le temps besoin de convaincre quelqu'un pour pouvoir te convaincre toi que tes idées sont bonnes. C'est d'ailleurs le phénomène qui existe dans n'importe quelle religion, philosophie ou quelque chose comme ça, où tu dois convertir pour pouvoir te garder à ta foi. Alors, quelqu'un qui se conscientise sait. Quelqu'un qui sait n'a pas besoin de convaincre. Il sait qu'en voulant convaincre, il va surimpressionner le mental de l'autre Exactement. personne. Puis pour lui, c'est pas un but de la conviction. Le fait de convaincre, ce qui fait que tu crois pas, ça change rien. Pas en tout à ton narrateur. J'en balance, ça n'a aucune importance. Si tu lui poses une question, il va te répondre. Si tu veux l'astiner, ben, à un moment donné, ça ne tiendra pas longtemps. C'est pas utile pour faire aucun rapport. Il n'y a pas besoin, moi, j'ai pas besoin que tu me croies pour pouvoir continuer à me croire. J'ai pas besoin de ça. Je crois pas, puis j'ai pas besoin que tu me crois. Alors, dans une communication où on n'essaye pas de convaincre, qu'est-ce qu'on essaye de faire ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un cheminement qu'on a commencé à suivre, il y a un cheminement que tu commences à suivre, vu qu'on discute ensemble. N'importe quelle personne qui écoute vont adopter le cheminement pendant un laps de temps, et puis on va cheminer ensemble. Ce qui fait que moi, je chemine, toi, tu chemines parallèlement à moi, puis on fait juste faire des échanges d'informations que moi, j'ai pu acquérir par certaines expériences, que toi, tu as pu acquérir les tiennes par d'autres expériences, qui fait qu'on fait un échange d'informations, histoire de sauver du temps. Je n'aurais pas besoin de passer par ton vécu pour arriver à te connaître. Ma mémoire est aussi valable que ta mémoire, ce qui fait que si ma mémoire peut m'amener à quelque chose de concret dans la réalité, ben la tienne peut faire la même chose, ce qui fait qu'on a quelque chose d'intelligent, qu'on n'a pas besoin de convaincre. On développe un sujet au même titre que si tu marchais dans la rue, tu fais un événement, tu vis une expérience. Et présentement, on vit aussi une expérience dans un événement. On parlait tout à l'heure à la pause, on parlait de la fatalité, parce que ton discours pourrait paraître ou ressembler à de la fatalité.
Mais il ne pourrait ne pas l'être si il y avait une conscience importante dans ta démarche. Et on a associé ça au fait aux lois qui régissent l'univers ou qui régissent la démarche de l'homme. Euh, Est-ce que ça ne viendrait pas du fait qu'on soit sous l'effet des lois, qui fait qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'en développant de la conscience, on se mettrait dans la loi à ce moment-là? Et on aurait un certain libre arbitre peut-être au niveau mental ou je ne sais pas où. Ben, c'est-à-dire que le libre arbitre, c'est un mot qui est dangereux. Le libre arbitre que l'homme parle, les deux libres arbitres que tu m'as parlé, c'est deux choses qui apparaissent similaires mais qui sont différentes. Toi, tu subis quelque chose, tu n'en es pas conscient. Par contre, tu crois contrôler ce que tu subis, puis contrôler ce que tu fais. Puis tu vas expliquer le fait que ton contrôle n'est pas fonctionné. Tu diras pas, bon, ben, c'est parce qu'on n'a pas des arbitres. Tu vas impliquer ça au fait que tu as mal contrôlé, que tu as été déficient dans dans certaines parties de la technique de contrôle que tu as voulu avancer. Alors, ce qui fait que tu vas quand même pouvoir toujours garder ton impression de libre arbitre, puis tu vas mettre le fait que tu ne contrôles rien dans le fait que tu n'as pas la technique adéquate, que tu n'as pas fonctionné comme il fallait, que tu ne le méritais pas. Bon, alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas toujours vouloir croire que tu as un libre arbitre, malgré que la vie t'enseigne continuellement que tu n'en as pas un, mais vu que tu tiens à y croire, tu vas te trouver des raisons pour pouvoir garder cette croyance-là. Tu arrives à un autre moment donné où c'est que tu as un libre arbitre, on pourrait dire spirituel, ou enfin beaucoup plus avancé. C'est le deuxième libre arbitre que tu me parlais. Celui-là, il est libre arbitre dans le sens que je sais ce qui va, je sais ce qui s'en vient, je vois que c'est correct, puis j'ai aucun désir, aucun vouloir de m'en écarter. Donc, je fais le choix de continuer dans le chemin. Mais en réalité, est-ce que je fais un choix ou non, ça, mais on en Parce que devient conscient, puis on garde quand le tu chemin. fais un choix, tu es obligé bon, si tu fais un choix entre deux choses, en fait, tu as deux choix. Mais si tu choisis, tu es obligé d'abandonner une chose. Donc, c'est pas véritablement un choix, Non, c'est pas un choix. dans Et ce puis en sens-là. plus, tu vas faire le choix à partir de ta mémoire, à partir de tout ce que tu as vécu avant. Ce qui fait qu'en partant, qui contrôle quoi? C'est ta mémoire qui fait le choix. Ta mémoire, c'est tous les événements que tu as rencontrés dans ta vie qui te l'ont donné. Alors, non. Sauf que, c'est ça, c'est peut-être un sujet qui est présentement trop vaste à expliquer, qu'à un moment donné, on pourra expliquer, mais c'est quelque chose qui est peut-être vaste. Mais c'est pas fataliste, parce que c'est pas qu'est-ce qui est fataliste à l'homme? Le fait de mourir, c'est fataliste à l'homme. Mais l'homme, en naissant, il va mourir. C'est fataliste de dire que c'est un fait. C'est pas fataliste, c'est un fait. Bon. Mais si par contre, je suis convaincu que non, je ne dois pas mourir, mais là, c'est fataliste de parler de la mort. Mais c'est pas épeurant de parler de la mort, c'est une chose qui est normale. Bon, quand le papillon, quand la chenille meurt, puis elle se fait un cocon, puis elle se fait un cercueil, puis tout ça, puis à un moment donné, elle naît en papillon, simple. Qu'est-ce qu'il y a de fataliste là-dedans? Alors, la fatalité de l'homme est simplement déterminée par son vouloir de fuir une chose qui est réelle, puis essayer d'expliquer cette fuite-là par des raisons qui viennent de ses émotions, qui viennent d'apprentissage, puis c'est ce qu'on appelle l'illusion. Pourquoi est-ce qu'on se pose tant de questions? Mais parce qu'on cherche tant de réponses. Puis pourquoi qu'on cherche tant de réponses? Ben c'est parce qu'on se pose tant de questions. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment stupide. C'est un cercle vicieux. Est-ce que toi, tu en es arrivé à plus te poser de questions? Non. Je me pose encore quelques questions, puis toutes les fois que je me pose des questions, ben je me rends compte que j'ai toujours la réponse pas avec la question, que je le savais déjà. Sauf qu'il vient un moment donné où c'est que le fait, puis ben, à un moment donné, je m'en poserai plus non plus. Et présentement, je suis encore à une étape où je m'en pose, mais en même temps que je me la pose, ben la réponse est toute là. Puis n'importe quel individu qui pose une question a la réponse. Mais l'individu s'attache tellement à sa question, puis à son désir d'avoir une réponse, qu'il peut pas avoir la réponse qui est attachée, qui est liée à sa question. Alors toi, tu as fait table rase des enseignements du passé et tu vis au jour le jour, instantanément, et tu découvres, ce que tu découvres, c'est au moment où tu fais l'expérience, au moment où tu poses un pas. Oui. Tu regardes pas plus en avant, pas plus en arrière. Mais non. Je peux aller fouiller en arrière à un moment donné si tu me demandes d'aller fouiller dans des souvenirs ou quelque chose comme ça. Mais c'est simplement pratique. Mais c'est pas ces souvenirs-là qui vont contrôler mon avenir, qui vont contrôler mon présent. Est-ce que le souvenir aurait un aspect négatif pour toi? Non, un souvenir, c'est extrêmement utile à la condition que le souvenir ne vienne pas teinter ta conscience du présent. Si c'est des souvenirs de souffrance passée. Si moi, je vais avoir une vue d'horreur, puis si je m'en vais me coucher chez moi, puis j'ai peur toute la nuit, ben c'est évident que je suis contrôlé par mon émotivité, par ma mémoire, par mon corps astral. Et puis, c'est quelque chose qui est négatif à l'homme. Mais il y a un moment donné où c'est que ça t'arrive plus. Tu vas avoir une vue,
La vue, si tu décides d'avoir peur pour pouvoir vivre certains événements parce que tu en es conscient, aucun problème. Quand tu sors de là, ben là, c'est fini. Tu t'en vas te coucher, tu dors aussi bien. Il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde en ce moment parle ou dénonce, si tu veux, l'attachement à la mémoire, aux émotions, etc. Qu'est-ce qui se fait que soudainement un mouvement C'est une comme mode, ça ça. naît dans le monde Mais présentement, c'est une mode. C'est le même phénomène qui est arrivé au cours des milliers d'années. Toutes les choses qui ont été conceptualisées par l'homme, des idées que l'homme avait de la compréhension de certains phénomènes, de certaines choses, des explications qu'il amenait pour expliquer des choses qu'il ne pouvait pas comprendre, qu'il ne pouvait pas voir, pour essayer d'expliquer des choses que lui-même avait créées, ben, on finit par abandonner tout ça, puis on cherche d'autres choses. Présentement, on en est rendu où c'est que certaines personnes qui commencent à comprendre ont parlé justement du fait que la mémoire fait quelque chose qui était dangereux à l'homme, en ce sens que la mémoire contrôlait l'homme. Mémoire, c'est un outil qui est utile. Mais quand l'outil contrôle l'ouvrier, c'est plus bon, c'est dangereux. Est-ce que Alors ça, simplement, l'homme s'est accroché à cette découverte-là, qui avait certains sens à certaines personnes, puis ils sont accrochés après, puis ils ont décidé, c'est ça, la mémoire, c'est l'ennemi, il faut balayer la mémoire. Ben, ils balayeront jamais la mémoire. Présentement, ils vivent même pas ça, c'est leur mémoire qui leur rappelle, qui ont entendu parler, qu'il fallait... Bref, c'est pas ça. La mémoire, c'est un outil qui va toujours être utile, puis qui est encore utile. Pour l'instant, en tout cas. toujours être utile pour l'instant, hein, je comprends pas. Ouais, c'est ça. C'est parce que je parle trop vite. Que la mémoire, c'est une chose qui, à un moment donné, va arriver d'elle-même à sa fin. C'est pas dans le vécu de l'homme présent. Puis présentement, dans l'homme, il n'y a pas de mémoire à balayer. La mémoire, c'est une chose qui est utile. Puis l'homme doit simplement prendre conscience de sa mémoire, puis prendre conscience de l'endroit où elle est utile, puis la laisser là. Puis la laisser sortir. C'est-à-dire que si la mémoire vient continuellement teinter pas quelque chose, teinter ta réalité, mais ta réalité ne peut pas être réelle. Ta réalité est teintée de choses qui viennent de ta mémoire, de choses qui n'existent pas. Ta réalité est illusion. Elle ne peut pas être réelle. Est-ce qu'il y a par le passé des maîtres qui ont fait cette prise de conscience? Oui, il y en a plusieurs. On pourrait parler, ben, il y en a un bon paquet ici dans la salle. Je pense déjà dans les peintures qu'il y a ici, ça définit déjà plusieurs maîtres qui ont pris conscience de ça. Dans les maîtres contemporains, il y a maître. Il faut s'entendre avec maître, hein, c'est un mot pas mal suspect. On va parler justement. D'accord, bon, alors regardons le mot maître pour l'instant, là, mais il y a eu quand même Krishnamurti, il y a eu Rudolf Steiner quand même qui s'est pas mal rapproché s'il ne l'a pas fait. On ne connaît pas sa fin à faire sa mortalité. Oui, il y aurait Bernard de Montréal, que je connais pas, mais que j'ai entendu parler quand même assez. Puis je pense qu'effectivement, ce que j'ai pu écouter ces 2-3 cassettes prouve que la personne, justement, ce qui concerne ses mémoires, tout ça, ces choses sont classées. Puis il y en a quelques autres. Est-ce que c'est correct d'appeler ces gens-là des maîtres? Non. Ça a été Pourquoi? correct pour l'individu qui, justement, ça devait toujours s'attacher à quelque chose pour pouvoir le suivre. Même s'il ne comprenait pas, il s'attachait. Certains sont attachés à des erreurs, puis ils sont ramassés dans des précipices. D'autres, par hasard, si on peut dire, sont attachés à des réalités, puis ils ont été sauvés. Puis quand je dis par hasard, c'est parce que le monde était prêt à s'attacher à ces réalités-là. Il n'y avait pas besoin d'expérimenter une erreur. Est-ce que des gens comme Rudolf Steiner, Krishnamurti ou Bernard de Montréal se sont fait appeler maîtres? Est-ce qu'ils ont voulu qu'on les appelle maîtres? Non, non, non. Non, Krishnamurti, non. Je pense que de par son vécu, on peut voir que Krishnamurti n'a jamais voulu se faire appeler maître. Bernard de Montréal non plus. De toute façon, tous ces bonhommes-là sont toutes des formes, mais la forme astrale que le public crée. C'est pas des maîtres. Maître veut dire maîtriser. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu qu'on les appelle maîtres? Ben, parce qu'ils étaient simplement pas des maîtres. Premièrement, si moi je t'appelle maître, c'est qu'en partant, je t'alloue des capacités, je t'alloue des connaissances, des savoirs, des possibilités que moi j'ai pas. Et puis en plus, je m'attache automatiquement au chemin que tu as vécu, puis au chemin que tu vas continuer à tracer. Je m'attache à toutes les parcelles de connaissances qui laissent tomber en arrière de toi. Donc, des choses que moi je vais mémoriser, mais je ne pourrai jamais vivre ton vécu. Pourquoi? Parce que je suis attaché à ce que tu fais, à toi-même, à ta connaissance. M'attachant à ça, moi, je suis plus moi. Je dois donc vivre ta vie, les souvenirs de ta vie. Je prends ta vie, j'emprunte ta vie, puis j'essaye de me l'attacher. Puis je peux pas réussir à vivre ma vie, moi, si je m'attache à la tienne, parce que là, c'est une vie d'emprunt que je vis, comme dirait Krishnamurti. Alors, le fait d'appeler maître, c'est simplement que je détermine déjà dans ma conscience des choses qui sont illusoires. C'est un assujettissement, encore une fois. Automatiquement, je me colle à toi, puis je décide que tu es la vérité, tu es maître, tu es mon maître, tu es ma possession même, puis c'est grâce à toi, c'est avec toi que je vais arriver à comprendre. Mais en partant, je comprends absolument rien.
Puis ces bonhommes-là le savent. C'est pour ça que ces bonhommes-là n'ont pas de disciples, ils n'en veulent pas non plus. C'est pour ça que tu payes pas les voir. Un disciple paye jamais pas aller voir son maître, Alors, celui qui a des disciples, c'est dans une forme spirituelle. automatiquement. C'est pas mauvais Mhm. pour les disciples, mais à un moment donné, les disciples vont s'en aller. C'est normal. Mais est-ce que c'est pas justement le travail du maître de libérer les disciples? Mais consciemment ou inconsciemment, c'est son travail, c'est un fait. Ouais. Parce que celui qui a compris, il ne vit plus à la remorque de quelqu'un, c'est ça que tu veux Pas dire? vivre à la remorque, mais tant que t'as peur, tu vas t'assujettir à une remorque. Ça peut être une remorque religieuse, émotive, une remorque matérielle, une remorque émotive, émotionnelle. C'est dit. Alors, C'est un mot que je cherche. En tout cas, il mais, y a des trucs extrêmement dangereux dans lesquels toi, tu peux t'accrocher, tu peux embarquer dans un gros trailer, là, avec plein de monde là-dedans, là, puis on s'en va, on suit le gars qui chauffe, c'est lui qui est le maître. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que le gars s'en va pas où tu veux aller, tu veux sortir, il y a des maîtres qui veulent te garder, il y a des disciples qui veulent te garder, parce que comme tout à l'heure, je t'expliquais, tu suis un maître et que tu crois. Si tu crois, ben, faut que tu convainques. Fait que t'empêches le monde de sortir du trailer. alors celui qui est un maître véritable, authentique, ne se fait jamais appeler maître. Alors un maître, ce n'est pas un maître. Exactement. Un maître, c'est pas un maître. C'est une personne bien normale. C'est une personne qui, à un moment donné, hélas, d'autres personnes vont traiter de maître. Presque un insulte. Mais tu dis elle est normale, qu'est-ce que tu veux dire par c'est une personne bien normale? C'est une personne comme tout le monde. C'est une personne qui qui est partie avec la base, que tout le monde a, puis qui, à un moment donné, s'est développée de par son cheminement, de par sa vie, puis qui est arrivé à une compréhension des phénomènes planétaires peut-être un peu plus vastes que la majorité de l'homme. Alors elle est paranormale, elle est au-delà de la Elle est normalité. au-delà de la normalité, sauf que tout le monde peut arriver à la même chose, à la condition que tout le monde vive sa propre vie. Oui, mais si eux n'étaient pas là pour en parler de leur expérience. Ah, ben, ils sont là parce qu'il y a une raison, justement, d'être là. Sauf que, ben, c'est pas, faut pas qu'on s'accroche à ça, c'est pas des maîtres. On n'a pas besoin de maîtres. On n'a pas à s'accrocher à quoi? Au phénomène même du maître, au bonhomme même. Ce qu'il peut dire, ça peut t'aider, c'est merveilleux. Mais tu t'en vas avec, c'est à toi. T'as pas besoin de t'accrocher à un bonhomme à un moment donné et de te dire, je vais le suivre, c'est lui, pis tout ça. Non, ça, c'est absolument ridicule, ça. Tu peux pas rien faire avec ça. Capote. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, monsieur n'est pas d'accord avec la définition du mot maître. Alors, pour monsieur, quelqu'un qui est un maître, c'est quelqu'un qui a atteint les deux polarités. Je vous cite textuellement. Alors, il a tous les pouvoirs du cosmique comme Jésus. Bon. Alors, il s'agit... Est-ce que vous êtes bien certain du terme atteindre les deux polarités? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est une personne qui a atteint les deux polarités? Non. Mais de toute façon, Ou non. est-ce qu'il ne s'agit pas de les dépasser, justement? Oui, c'est qu'à un moment donné, on finit par pouvoir synthétiser les deux polarités pour le départ. Il n'y a plus de polarité. Polarité, c'est dans le domaine de l'homme, et c'est un phénomène psychologique. Le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est l'homme qui l'interprète. Mais je pense qu'on est d'accord, parce qu'il ne fait Non. que dire ça, que le maître, c'est celui qui a dépassé la polarité, qui a dépassé la polarité, au niveau de la prise de conscience, d'une supraconscience. C'est en dehors de la Parce qu'il ne faut polarité. pas que la discussion s'en aille à rien. C'est simplement, comme tout à l'heure on parlait, la définition des mots, c'est une chose. J'expliquais tout à l'heure comment ça se faisait. Alors, si pour vous, le mot maître définit ça, il n'y a aucun problème. C'est votre définition. Mais le mot maître dans lequel on l'entendait, nous, c'est le maître qui est défini par la population qui s'attache à une personne et qui décide de le suivre. C'est de ces maîtres-là qu'on parlait. Mais tout à l'heure, François disait, alors si je comprends bien, mettons, Krishnamurti, c'est un maître, sauf que c'est pas un maître. Il n'a jamais voulu se faire appeler maître. Alors, c'est simplement ça. Il faut faire attention avec les mots. Tout à l'heure, ce qu'on parlait, c'était ça. Moi, à un moment donné, on m'a déjà donné ben des noms que j'ai jamais voulu. Puis il y en a beaucoup d'autres. Krishnamurti, si on peut juste en parler simplement comme ça, il y avait 100 000 personnes réunies dans son organisation, puis à un moment donné, il a fait une réunion, il s'est levé, puis il leur a dit, ben voilà, la vérité, la réalité peut pas rester sous un toit, puis en plus, tout le monde m'appelle maître, tout le monde est en train de former un mur de briques, là, de divinité autour de moi. Moi, ça me tente plus de jouer votre jeu idiot, bye, je m'en vais. Puis il est parti. Il a laissé tout laisser foirer ça là. Le monde a rebâti ça pareil, puis ils ont commencé à adorer quand même ce que Krishnamurti avait dit, malgré que lui était parti. Lui, c'est pas un maître dans le sens qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas un gourou. Bon, alors ça, c'est intéressant, la différence entre un maître et un gourou. Ben, le gourou est souvent un maître, mais dans le sens qu'on parlait tout à l'heure, dans le sens matériel du mot.
Mais un maître, ça sert à quoi de l'appeler quelqu'un un maître? On est tous des maîtres. Sauf que c'est évident, comme tout à l'heure dit monsieur, si on parle de Jésus-Christ, bon, OK, c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, que j'aimerais bien discuter avec, puis que j'écouterais. Mais de là, aller me jeter à ses pieds, puis tout ça, ben là, quand on parle du maître, Jésus-Christ, je pense qu'il me motiverait un bon coup de pied, parce que je pense pas qu'il aimerait que le monde vienne se jeter à ses pieds. Il y a eu un moment donné que c'était nécessaire pour l'humanité, ça va de soi, le monde s'accrochait seulement à ces choses-là, c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est plus de croire en ce qu'on dit, c'est de comprendre ce qu'on dit. Puis quand on comprend, ben c'est pas parce que je le dis pour ça, c'est lui qui comprend. Puis s'il vient me vénérer, je suis devenu un maître. Puis si je me laisse vénérer, ben là, je suis un gourou. Mais le monde aime ça, se traîner à genoux. Eh bien, c'est évident que le monde aime ça parce que ça les rassure. On n'a plus à chercher. Pendant longtemps, moi, je cherchais tout seul. Puis j'espérais rencontrer Dieu ou rencontrer quelqu'un qui viendrait commencer à m'établir mon chemin et à me le définir. Parce qu'enfin, j'aurais pu me casser la tête. C'est une tête trop dure. Toutes les fois qu'il y a des chemins qui sont définis dans ce genre-là, j'ai jamais pu y croire. Fait que là, je suis rendu, j'en suis rendu, sauf que là, j'ai plus besoin d'avoir ces choses-là. Est-ce que ça veut dire que cette démarche-là est solitaire? Est-ce que tu es seul? Je suis pas le seul, mais c'est une démarche Non, mais solitaire. je veux dire, est-ce que tu es seul dans le sens qu'il y a peu de personnes avec lesquelles tu peux communiquer ce genre d'informations ou échanger? Je veux dire, dans le sens qu'on le fait à soir, non, il n'y a aucun problème. On peut communiquer ça à beaucoup de monde, mais certaines personnes avec qui on peut échanger des conversations, des choses, on peut échanger, que ce serait dangereux de pouvoir étaler ça en public. Ouais. Il y a des choses qu'on peut pas parler. Il y a un temps alors pour chaque chose, pour chaque compréhension Oui, il y a un dans moment donné, il l'évolution. y a certains individus qui sont prêts puis qui viennent là pour ça. Certains individus viennent pour pouvoir se faire casser des formes plus solidement que d'autres. Mais il y a toujours un temps pour que tout se passe, ça va de soi. On n'a pas à déterminer quoi que ce soit, ça vient tout seul. Puis quand je dis tout vient tout seul, ça veut pas dire qu'on s'assoit sur sa chaise et qu'on se dit, mais attendez, m'amener, crée mon avion, va venir me chercher ici si je dois aller à Porto Rico. Non, c'est pas ça. À un moment donné, si moi je m'en vais à l'aéroport, je prends l'avion, c'est parce que je vais y aller. Mais c'est pas naturel, je veux dire, c'est ça qu'il y a. C'est qu'une personne qui n'a pas la compréhension du jeu du temps va l'interpréter justement d'une façon qui est suspecte et dangereuse. Alors, justement, c'est pas le temps de commencer à parler de la compréhension du temps, parce que l'homme est pas prêt à en entendre parler, l'homme va l'interpréter. Il va tout le déformer. Ça peut pas être appliqué dans un phénomène, dans un vécu quotidien, la déformation que l'homme va faire de l'explication qu'on peut donner du contrôle du temps. Tu donnes un séminaire, je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais, je donne un séminaire intensif, une fin de semaine complète, ouais, dans une auberge d'un canton de l'Est, une auberge qu'on a louée au complet. Puis c'est pas un séminaire oral, c'est un séminaire où que le monde va vivre de quoi. Puis par les expériences qu'ils vont vivre, ils vont comprendre des choses. On va pas loin, c'est simplement leur faire comprendre c'est quoi le phénomène astral à l'intérieur d'eux autres, c'est quoi le phénomène mental, puis à travers les événements qu'ils vont vivre là, c'est quasiment une colonie de vacances, ça dure 2 jours. À l'intérieur des événements qu'ils vont vivre, ils vont être capables d'acquérir de par eux autres mêmes le discernement entre l'astral et le mental. À partir de là, vu que c'est dans des événements, mais tout au long de leur vie, quand l'émotivité, quand l'astral vient teinter le mental, ils vont s'en rendre compte. Ils souffriront plus, ils auront plus de douleur, ils auront plus de peur, plus de crainte, puis ils vont être capables d'agir mentalement dans un monde qui est justement mental. De plus en plus, c'est mental. On a des ordinateurs, on a des radars, les avions sont contrôlés simplement par des choses électriques. Tout ça est identique au phénomène mental de l'homme. Ça veut donc dire que toi aussi tu suis la mode. C'est-à-dire? Mais puisque ce sont encore des thèmes qui sont à la mode aujourd'hui, l'astral, le mental, etc. Parce que oui, je suis la mode dans le sens que je communique par les mêmes mots. Mais j'ai mes mots à moi, puis lentement, c'est des mots qui vont être un peu plus clairs que ces mots. Alors il aurait peut-être fallu employer un autre mot que mode. Est-ce que tu aurais un autre mot que mode? Parce que je trouve que ça traduit pas très bien ce qui se je suis simplement passe. l'aligné présentement de l'évolution du vocabulaire de l'homme. Et les précurseurs qui sont passés avant moi, je suis pas là pour détruire leur langage, on fait pas une compétition. S'ils emploient un mot à un moment donné, qu'ils sont capables de bien le définir, puis le lancer dans le public, bah, je n'ai pas la gêne d'employer le même mot que lui. Pas de mode, c'est une lignée qui est lancée. À un moment donné, on va parler d'intelligence passive, on va parler d'intelligence active, on va parler de d'autres choses qui vont définir encore plus les mots. Et puis, il y en a d'autres qui vont suivre, qui vont utiliser les mêmes mots. Puis je pense que c'est bien normal. On n'a pas à se sentir culpabilisé ou encore à s'enorgueillir de prendre le mot d'un autre. Si le mot est bien défini, le mot est bien lancé, ben, tout notre vocabulaire qu'on se fait, des mots que d'autres ont lancés. C'est pas une mode, c'est une énergie qui est lancée, c'est une lignée qu'on la suit. Bon alors, le thème de ton séminaire, c'est de l'astral au mental, le programme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce passage de l'astral au mental?
C'est-à-dire que l'homme passe pas de l'astral au mental. Présentement, l'homme a un cerveau qui lui permet de prendre conscience qu'il a un cerveau. Ça, c'est important dans l'évolution de l'homme. L'homme sait qu'il pense. Chaque individu est capable de prendre conscience qu'il pense. Donc, il est capable d'observer autrement qu'avec sa pensée. Il est capable d'observer qu'il pense. Il est capable de prendre conscience, donc, du mental, donc, de l'astral. Il est capable, en prenant conscience de ces deux corps-là, de ces deux schémas-là de l'évolution de l'homme, il va être capable de laisser l'un à sa place, puis d'empêcher l'autre, justement, de grimper à la place de l'autre. Alors, il va acquérir un discernement, il va savoir quand l'astral le domine, puis présentement, ben, la majorité de l'humanité est dominée complètement par son schéma émotif, par son schéma astral. Puis ça, l'homme, certains individus vont arriver à ça en vivant une expérience comme à soir, une expérience qui est orale. Certaines personnes, à un moment donné, là, ils sont rendus à un développement tel que juste le fait d'assister à une conférence ou un séminaire verbal va les amener à comprendre, à discerner, à se libérer du phénomène astral. La libération se fait comme une étincelle, mais elle s'éteint vite. Puis la personne, au cours des 6 mois ou de l'année qui va suivre, va pouvoir refaire le schéma, le même cheminement, puis elle va arriver au même résultat qui va être là, ben, pour tout le temps. Sauf que d'autres individus peuvent pas, par un séminaire verbal ou une conférence, arriver là, mais ils ont la vibration, ils sont prêts. En faisant des expériences, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 1 an dans des expériences, si les expériences sont contrôlées puis groupées, par exemple une fin de semaine, à un moment donné, ça sera une semaine, ben, l'individu peut arriver drôlement plus rapidement à discerner. Ceux qui vont discerner, c'est ceux qui sont prêts. Alors ça veut dire que tu vas en quelque sorte télescoper les événements qui arrivent dans une vie en quelques jours. Ouais, c'est ça. Ou des événements importants. Oui. Pour susciter une prise de conscience. C'est ça, exactement. Des événements qui sont pas dangereux, mais qui vont effectivement clarifier énormément de choses, puis qui vont susciter une immense prise de conscience. Sauf qu'au lieu d'expliquer c'est quoi, ils vont le vivre. La différence, c'est ils vont l'expliquer c'est quoi. Et la différence, c'est qu'à ce moment-là, c'est leur propre découverte. Exactement. C'est pour ça que j'ai pas besoin de devenir un maître. C'est eux autres mêmes qui vont vivre une expérience. C'est pas parce que je les fais glisser en train de sauvage à un moment donné que je suis un maître. Mais si en glissant en train de sauvage, je découvre de quoi, de par des choses qui ont été dites par d'autres, qui font le séminaire, par des petits événements qu'on a placés, ben c'est eux autres qui ont découvert ça. Puis après ça, quand on fait un retour là-dessus, eux autres, ils vont commencer à expliquer exactement ce que j'explique. Alors, moi, je n'aurais pas besoin de l'expliquer. C'est compris parce que c'est expérimenté. Exactement. Il y a juste dans l'expérience qu'une personne va comprendre. Alors, après, elle peut le mémoriser, mais au bout d'un certain temps, ça va pouvoir le remettre dans son vécu, ça va pouvoir le vivre. Mais il y a juste l'expérience qui peut amener la compréhension. Et l'expérience peut se faire sur une chaise comme là à soir, mais l'expérience, plus souvent qu'autrement, va se faire dans une activité qui est plus en accord avec l'intellect et l'émotivité de l'homme. Oui. Donc, un événement qui va être plus vivant. Alors, c'est dans le but de forcer, si tu veux, les événements, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que tu vas essayer de faire surgir l'astralité de la personne assez fortement pour qu'elle puisse la cerner, la voir? Exactement, oui. La personne va, à un moment donné, elle va vivre des expériences qui vont être dominées que par son schéma astral. Alors, elle va finir par en prendre conscience. À un autre moment donné, il y a des événements qui vont que nécessiter le travail du schéma mental. L'astral vient s'en mêler, tout ça, mais vu que le mental, c'est lui qui est le plus suscité, mais la personne va être capable de voir où sont les teintures astrales. Fait qu'à un moment donné, au cours de différentes expériences, la personne va être capable réellement de voir comment ça fonctionne. Mais pourquoi tout cela, en fait? Pourquoi? Pourquoi tout ça, quoi? Oui, pourquoi amener ces gens-là à discerner la partie astrale de leur corps et la partie mentale ou leur corps astral, leur corps mental? Simplement parce que présentement, le frein de... Là, je te donne une explication qui est exotérique. Alors, le frein de l'évolution de l'homme, c'est simplement le fait que le mental est complètement contrôlé par l'astral. Il y a eu une époque où c'est que l'homme a développé un corps émotif, puis il en avait absolument besoin pour pouvoir communiquer, prendre contact avec tout le schéma de la planète, connaître les animaux, les insectes, les plantes, former une science, tout ça. À travers son évolution émotive, lentement, il y a une autre parcelle qui a commencé à se développer, une parcelle logique, qu'on appelle l'intellect. L'intellect a commencé à pouvoir se servir de la mémoire, donc des émotions, tout ça, pour pouvoir réussir à créer une autre science, une science qui est plus concrète, la chimie, la physique, etc. Puis en arriver, amener l'homme à pouvoir avoir un monde comme il l'a présentement, un monde qui est quand même matériellement parlant extraordinaire. Mais l'astral, l'émotivité de l'homme, s'est continuellement servi de la possibilité qu'avait l'intellect de pouvoir gérer comme il faut l'extérieur,
L'astral s'en est servi pour pouvoir assouvir continuellement ses besoins, ses craintes, ses peurs, ses désirs. Il vient un moment donné où c'est comme présentement, l'intellect est tellement extraordinaire qu'on peut avoir des bombes nucléaires, qu'on peut avoir des moyens extraordinaires pour sauver les vies des hôpitaux, qu'on peut avoir des avions qui vont à des vitesses extraordinaires aussi, sans risque d'accident. On a des satellites qui repèrent où les avions s'écrasent, alors on peut sauver les rescapés. On a tellement de choses, sauf que toute cette technologie-là, mentale, est toujours là encore pour assouvir les peurs, les craintes et les désirs astrales. Ce qui fait qu'on en arrive à une époque où on approche d'un apocalypse. Apocalypse qui aura peut-être pas lieu, mais qui aura même sans doute pas lieu. Pas dans le sens, en tout cas, que l'imagination de l'homme le croit ou le crée. À condition que cette prise de conscience ou cette mutation se Exactement. fasse À la condition que assez l'homme, à un rapidement. moment donné, prenne conscience du schéma astral, du schéma mental. Puis là, le mental va se servir peut-être de l'astral pour certaines choses, mais ça va être beaucoup plus intelligent. Autrement dit, la lumière va commencer à béguer l'homme, c'est-à-dire que le mental va être capable de commencer à diriger l'extérieur et non pas à partir des émotions, des peurs ou des craintes, etc., de l'homme lui-même. Alors, ce qui fait en ayant cette prise de conscience-là, non seulement l'apocalypse, en fait, ce qu'on s'imagine, il est carrément éliminé, parce que l'homme ne travaille plus en fonction de ses émotions, l'homme va travailler en fonction d'un schéma qui est logique, qui est, on pourrait dire industriel, dans le sens que quelque chose de constructif, de créatif, mais pas dans le but d'assouvir des émotions cachées ou des émotions conscientes. L'homme va travailler parce qu'il va commencer à prendre conscience d'un schéma, d'un plan. Un plan universel ou un plan planétaire, parce que la logique de l'homme peut s'en rendre compte si l'émotion ne vient pas cacher ça. Et puis l'homme va commencer à travailler en construisant, en créant, créativement parlant. Il polluera plus, à un moment donné, parce qu'il va avoir, son mental peut faire tout ce que l'homme a besoin pour éviter ces choses-là. Mais l'émotivité dit qu'il faut qu'il fasse plus d'argent, même si c'est des millions, puis là, on s'en fout, puis en plus, on va être mort à l'avant que. Puis à un moment donné, c'est ça. On a peur que l'autre attaque, fait qu'on bâtit les bombes, on bâtit les trucs. Moi, je veux garder mon gouvernement en place, alors je crée des menteries. Comme tout à l'heure, j'ai expliqué qu'un gouvernement se doit de créer la condition qu'il garde là. Bon. Mais ça, c'est tout émotif, tout astral. Alors, le mental de l'homme, l'intellect de l'homme, qui est extraordinaire, qui est né de l'astral, mais qui maintenant est indépendant, comme l'enfant, à un moment donné, doit être dépendant de sa mère, de son père. Alors, le mental est prêt, peut construire, on en a une expérience de par les vidéos, les choses. Le mental peut construire n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut présentement pour que l'homme vive heureux, mais heureux, c'est incroyable, il puisse créer puis se développer d'une façon absolument paranormale, plus que la normale. On pourrait donc passer de l'apocalypse éventuel à l'apothéose. À l'apothéose. Et oui, exactement, mais c'est sans doute ce qui va arriver. Oui. Mais la prise de conscience est importante, puis à un moment donné, il y a de plus en plus d'individus qui vont pouvoir prendre conscience de leur schéma astral, de leur schéma mental, puis faire la division entre les deux, puis s'en servir d'une façon intelligente, dans le sens que on parle d'être de lumière, là, d'une façon intelligente. Oui, mais il reste un hic quand même. Il faudrait qu'il y ait à peu près à ton séminaire une participation de 4,5 milliards d'individus. Ou il faudrait que d'autres personnes fassent pareil, puis il y en a d'autres qui font pareil, puis les individus qui tout seuls dans la société font le même cheminement. Puis les enfants d'aujourd'hui le font plus souvent qu'autrement tout seuls, dans de la peine, dans de la misère, parce qu'ils n'ont pas la condition sociale pour pouvoir s'évoluer. Mais la majorité des jeunes, on n'aura pas besoin des passants séminaires. Puis là, je parle quand même, il y en a qui sont trop jeunes, mais il y en a qui quand même sont 15, 16, 17, 18. La population, veut pas, génétiquement parlant, héréditairement parlant, est enclin à arriver à changer, puis ils vont faire le passage de l'astral au mental, sauf que les individus plus âgés, à un moment donné, il y en a qui vont le faire tout seuls, mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin de choses comme ça. C'est pour ça que je suis pas le seul, c'est pour ça que ça existe. Alors, si d'après toi, l'astral a accouché du mental, est-ce que le mental va accoucher de quelque chose? Est-ce qu'il y a une autre étape après ça? C'est-à-dire que le mental a accouché de l'astral. Mais je veux dire, s'il y a quelque chose d'autre qui va accoucher du mental? Non. Il n'y a rien qui va accoucher du mental par après, le mental, l'astral, tout ça, là, c'est la limite même de tout ça. Par contre, le mental va attirer d'autres genres de vibrations. Il ne les engendrera pas, il va les attirer, il va pouvoir se communier avec eux autres. Alors dans le développement de l'humanité, de l'homme, on ne peut pas voir plus loin que ce développement-là d'une phase de mentalisation. Au niveau de la mentalisation, ça veut dire que le mental va devenir de plus en plus perfectionné. Et puis au lieu d'être teinté par l'astral, lentement le mental va être teinté par une autre forme d'énergie qu'on appelle la lumière. Puis le mental va être au service d'une forme beaucoup plus créative que certains appellent le mental supérieur ou les énergies supramentales. Alors, le mental va être toujours contrôlé, sauf au lieu d'être contrôlé par une force qui est émotive, une force qui est aberrée, qui est non intelligente. Lentement, le mental de l'homme va être contrôlé par une force qui est intelligente, qui est créative,
Puis là, l'âge d'or de l'humanité va commencer, puis on est parti pour quelques 13 000 Alors, dans une phase intermédiaire, on passe donc ans de crise. une phase de crise qui est celle de la transmutation des énergies émotionnelles en énergie mentale. Oui, Après premièrement, quoi, oui. il y a une énergie, une volonté peut-être à faire descendre dans le mental, Certaines dans un formes but de d'énergie, perfection oui. peut-être. C'est-à-dire que c'est ça, exactement, oui. Une forme de perfection, oui. Mais une autre transmutation qui fait que le mental va finir par être assujetti à une forme, va être plutôt supramentale, c'est-à-dire un mental supérieur, donc plus intelligente que le mental. Et Est-ce qu'il y a des hommes sur Terre qui ont perçu ces phases-là ou qui ont déjà parlé d'une phase supramentale dans l'évolution future de l'humanité? c'est-à-dire que présentement, il y en a, oui. Qui ça, par exemple? Ben, il y a toujours Bernard, il y a moi. Et puis, Euh, Ben, il y en a eu d'autres. Je connais pas toutes. je pense que les premiers à en avoir parlé, c'était Aurobindo, Oui, d'accord. Dans le passé, un peu de Saprem, la Aurobindo. mer. Oui. Il y a eu Krishnamurti qui s'en est rapproché énormément, mais lui, il est resté plus au niveau de la psychologie, mais il a quand même fait faire un grand pas. Oui, entre autres, tout ceux-là, effectivement. Oui. Donc, c'est un phénomène qui a déjà été intuité ou appréhendé depuis déjà des années ou Ben des oui, parce décennies. qu'avant, tu avais une personne qui en parlait, présentement, tu l'as beaucoup, puis surtout, tu as beaucoup plus d'auditeurs. Mais Parce que aujourd'hui, l'humanité est de plus en plus prête. mais peut-être à la différence que ces gens-là, il y a 40 ans ou 50 ans, comme Aurobindo, ont intuité le phénomène supramental sur la Terre et qu'aujourd'hui, l'homme est en train de le vivre, Oui, c'est ça. petit à petit. C'est beaucoup plus ça. Pour ça, je te dis que lui était tout seul, maintenant, il y en a plusieurs. Beaucoup plus de public. C'est normal, l'homme en va vers ça, puis l'homme commence à le comprendre, puis l'homme va aller voir. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qui caractérise un individu, une personne qui commence à vivre la pénétration de l'énergie supramentale? Mais comme je te dis, à un moment donné, il y a une époque, ben, premièrement, il faut que tu fasses le discernement entre l'astral et le mental. Ça, tu n'as pas le choix. Ça, c'est enclin à ça. Tu t'en vas vers ça. Quand ça, c'est fait, ben, automatiquement, on appelle ça l'intuition, on appelle ça, bon, il y a différents noms pour essayer de définir ça, qui amène quand même toujours à des formations. À un moment donné, l'astral peut jouer le rôle du supramental. Ça y arrive à un moment donné où c'est que tu es en crise parce que justement, tu as des possibilités de savoir, tu as des connaissances qui te sont données d'un coup. Mais ces connaissances-là, ils peuvent venir justement d'une énergie lumineuse, d'une énergie intelligente, donc du supramental. Mais ces connaissances-là peuvent encore venir de la mémoire de l'astral, mémoire de phénomènes similaires qui sont arrivés, puis automatiquement une connaissance qui est donnée à l'homme, la mémoire de l'astral s'est emparée de la connaissance, ça vient te donner cette connaissance-là. Alors, il y a une époque intermédiaire où c'est que toi, tu as l'impression, comme on dit, que tu es connecté, sauf que tu es connecté à l'astral. Tu vas dire des choses absolument réelles, absolument extraordinaires, absolument merveilleuses. Tu vas ramasser un public extraordinaire, puis à un moment donné, tu vas commencer à sortir des mots de mentir. L'astral va jouer le jeu, puis elle va récupérer tout le monde. Toutes les reines de l'astral. Mais c'est une phase, ça, qui, en termes de conférencier, de narrateur, qui t'amène des fois à réfléchir sur ce que tu vis, sur la profondeur des choses que tu peux dire. C'est pour ça que souvent on dit que pas le temps d'en parler. Alors, tu peux donc être un canal pour une mémoire planétaire Ou, ou oui, une mémoire canal, cosmique, tu veux ou dire? une mémoire ou un savoir cosmique, oui. Oui. Alors, ça, c'est la phase intermédiaire, puis il y a un moment donné où c'est que tu te diriges de plus en plus vers le savoir cosmique, Mais c'est-à-dire c'est que quoi qui caractérise, l'individu même extérieurement parlant. par quoi est-ce qu'il se différencie d'une autre personne, quelqu'un qui est à un niveau de supraconscience maintenant? Bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Pas dans l'état. Physiquement, émotionnellement, Non. mentalement. Dans l'état où Qu'est-ce qui change? bon, ben, c'est-à-dire qu'extérieurement parlant, il n'y a pas grand-chose qui change parce qu'on est obligé de jouer le jeu de la population pour ne pas justement que, bon, puis c'est déjà arrivé dans d'autres époques, Tu là. dis on, donc tu t'inclus. Oui, je m'inclus. On est obligé de jouer le jeu de certaines personnes, donc de faire comme si on était comme tout le monde, sauf qu'on est tellement conscient de ce qui se passe que c'est facile de jouer ça. Mais il vient un moment donné où on ne pourra plus le jouer, mais en même temps qu'on ne pourra plus le jouer, à cause des transformations qui vont se faire au niveau physique, vital, astral, mental, puis lentement au niveau supramental, ce qui va arriver, c'est que des événements, comme tout à l'heure parlait monsieur, qui vont commencer à tourbillonner autour de nous, puis nous, on ne pourra plus jouer le jeu parce qu'on va être trahis par les événements mêmes autour de nous autres. Alors, ce qui fait qu'il y a une partie intermédiaire où ça va bien. Si l'individu arrive dans un temps social trop vite à cette mutation-là, il va être obligé d'aller se cacher. Il ne pourra pas la vivre dans une société ou dans une socialité comme on l'a présentement. Mais pourquoi ça? Parce que l'homme va simplement le détruire. Il y a trop de formes implantées, des immenses formes qui peuvent être gouvernementales, religieuses, qui peuvent être sectaires,
qui ne pourront pas admettre quelque chose comme Mais ça. pourquoi est-ce qu'il est dangereux, cet homme-là? Il n'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux dans le sens de l'évolution de l'humanité, mais il est dangereux en crime pour les freins à l'évolution de l'humanité, freins qui de toute manière vont disparaître. Alors, ce qui fait que quand cet homme-là, si socialement parlant, vit trop vite sa mutation, ben cet homme-là, il n'a pas le choix, il va falloir qu'il cache. Puis on en a l'exemple, on a toujours eu l'exemple de personnes qui, à un moment donné, ont tout caché sous le voile de l'ésotérisme, puis ont été obligés de disparaître simplement de manière qui pouvait être comprise logiquement par la société extérieure, mais qui n'était pas nécessairement une réalité. Et puis, il va venir à un moment donné, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, que d'autres individus vont commencer à vivre cette mutation-là extérieurement parlant, vont commencer à transformer les événements comme l'homme présent ne peut pas le faire. Puis ces êtres-là, ben, ils vont pouvoir commencer à le vivre, mais pas dans nos grandes villes. Mais ça va commencer en campagne quand même. Qu'est-ce que tu as voulu dire tout à l'heure quand tu as dit on peut jouer astralement au supramental? Ce que je veux dire par là, c'est que l'astral connaît tout ce que je dis présentement, c'est enregistré au niveau de l'astral. L'astral a la connaissance égale à ce qui a été dit de plus élevé sur la Terre entière. Alors, si à un moment donné, tu aurais par exemple un grand maître qui vient parler et qui donne une connaissance à un petit groupe, qui la donne verbalement, connaissance absolument dangereuse, extraordinaire, ou poussée, ou n'importe quoi, ben l'astral s'en empare mémoriellement parlant. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu peux faire une conférence, tu peux être connecté à l'astral, tu vas dire la même chose que le grand maître. Puis, faut dire franchement, moi t'écouter. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais t'es juste dans le domaine astral, t'es dans la sphère de l'astral supérieur, un astral spirituel extraordinairement élevé, un astral supramental, où tu te crois, tu te prends pour, mais tu es toujours obligé d'aller à la source de ta connaissance pour pouvoir venir la vomir en public. Si tu es réellement supramental ou en contact de temps en temps, ou si ton mental est arrivé à un niveau tel qu'il peut percevoir une vibration qui est supramentale, tu n'as pas besoin d'aller à la source de Bernard, d'aller à la source de cassette, d'aller à la source de voyage astro, d'aller à la source de méditation, donc à la source de l'astral, pour pouvoir continuer à dire ce que tu veux dire. C'est la différence entre un et l'autre. Il y en a un qui est attaché à une source, il y en a un qui ne l'est pas. Mais celui qui est attaché à la source ne peut jamais s'en rendre compte, puis il est dans l'astral, puis il joue le jeu de l'astral supramental. C'est le dernier piège, de toute façon, qui peut attendre l'homme. Bon, alors, comment diagnostiquer le supramental chez quelqu'un? Ben, c'est simple, quelqu'un qui est supramental le sait, quelqu'un qui n'est pas supramental ne peut pas le diagnostiquer, il ne sait pas. Mais ça n'empêche pas que ce que la personne qui est astral dit peut être très bon. Ça n'a aucune importance présentement. L'astral joue ce jeu-là, mais il va perdre dans ce jeu-là. Autrement dit, il nous fournit plus d'éléments pour pouvoir parler. Alors, celui qui serait assujetti par des forces astrales ou la mémoire planétaire et qui voudrait traduire un langage supramental, donc il fourvoierait le monde, il aurait un karma épouvantable certainement à vivre, en tout cas une loi de conséquence ou de retour. C'est-à-dire que tant que l'astral s'en emparera pas pour récupérer ceux les dissidents astrales, il n'y aura pas de karma planétaire ou de karma à vivre. Mais à l'instant même qu'il va commencer à prendre conscience du phénomène, à commencer à vouloir continuer de par son orgueil, de par tout le schéma astral d'émotion, ben là, évidemment, cette personne-là devient un handicap à l'humanité. Mais à la vitesse qu'on s'en va présentement, il n'y aura pas de personnes comme ça qui vont tout assez fort faire de quoi. Oh, ils vont toujours pouvoir prendre certains individus, etc. Mais il va y avoir en masse de population, il va y avoir une masse de population qui ne laisseront pas prendre ça. Parce qu'il va y avoir une masse de personnes, d'orateurs, c'est mieux, qui justement vont... Ça va être très difficile pour le public de diagnostiquer justement On ne le pourra jeu. pas le diagnostiquer. Bon, alors c'est un danger dans le Oui, c'est sens un que danger dans le sens. il y a une dans force ce qui sens-là. tire vers le bas, puis une force qui tire vers le haut, mais si on n'a Oui. pas le discernement, si c'est impossible pour toi Non. de diagnostiquer l'intelligence ou le supramental, l'homme est encore une fois livré à lui-même. Exactement. Mais ça, l'homme a toujours été livré à lui-même. Puis c'est d'ailleurs ce qu'il faut que l'homme apprenne, c'est que c'est lui, il faut qu'il se prenne en main. Et si l'homme réussit à se prendre en main, qu'il tombe sur un narrateur qui est astral ou un narrateur qui ne l'est pas astral, il n'y a aucun danger pour l'homme. Il se prend en main, il n'y a pas besoin de maître. Alors dans le doute, il est bien mieux de s'abstenir et de garder une position de neutralité totale. Oui, mais il faut quand même qu'il aille voir quelque chose, si ça lui intéresse d'aller voir quelque chose. Sauf que il est capable lui-même de prendre ses décisions, l'homme d'aujourd'hui. On n'a plus besoin de commencer à lui dicter son chemin. Je suis pas pour commencer à dire faites le bien. Il y en a bien qui font le bien puis qui font mal. Hein, on le sait. Bon, ben, tu peux pas. C'est fini ça. Mais l'homme qui a besoin de ces choses-là, l'homme qui a besoin de se faire dicter le chemin, ben c'est ceux-là, plus souvent qu'autrement, qui vont se ramasser disciples de ceux qui vont être astralo-mental, astralo-supramental. Mais Quelqu'un qui est au niveau supramental ne forme pas de disciple, si j'ai bien compris. non.
Il y a des personnes qui peuvent se décider du site puis vouloir le suivre. Ils vont rusher en tabarouette. Puis ils vont manger des claques. À un moment donné, ils vont comprendre. Ça, c'est sûr. C'est eux autres qui vont souffrir le plus. Parce que ils suivent pas le bon maître pantoute. Il va les amener à la libération, mais pas la libération qu'eux autres ont conditionnée à l'intérieur d'eux. Une libération qui est inconditionnelle, puis qui va arriver, et qu'inconditionnelle veut dire aussi libération même de la source qui te libère. Alors ça, il n'y a pas libération. Est-ce que c'est tout ce processus qu'on appelle le passage de la 5e à la 6e race et qui est symbolisé par ce Ouais, tableau? par l'arbre qui meurt, puis à travers lui, l'arbre qui vit, oui, c'est exactement ça. Il n'y aura pas de mort, mais tout le monde va voir une mort, tout le monde va avoir peur, tout le monde va se dire, mais comment qu'on va vivre si j'ai plus d'émotions? Non, ça va en avoir des émotions, ça ne pas compris. Comment qu'on va vivre si j'ai plus de désir? Non, non, ça ne pas compris non plus. Comment qu'on va vivre si ça c'est l'arbre que tout le monde a l'impression qu'il meurt? Non. L'homme qui s'en vient, l'homme de la 6e race, là, c'est quelqu'un qui va être créatif au maximum, mais différemment de ce qu'on a dans la 5e race, c'est quelqu'un qui non seulement va être créatif, mais qui en plus va pouvoir créer. Différent de ce qu'on a là, on est tous brimés dans notre créativité continuellement. On a des bonnes idées, on essaye de faire de quoi, mais on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à créer jamais comme qu'on va créer d'ici peu. Alors, la 6e race, c'est quelque chose, justement, qui va être transmuté, ça va être absolument différent, pas physiquement, mais différent en termes psychologiques, en termes mentaux, puis en termes aussi de ce qui va l'entourer comme événement. Ça sera pas pantoute comme on est là. On va peut-être être le jeu, mais c'est un jeu le fun. Là, c'est un jeu qui n'est pas le fun pantoute. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en guise de conclusion ou En sur tes conclusion, ben activités? oui, conclusion, oui. Est-ce que tu vas donner une autre conférence ici au centre? Oui, jeudi prochain. Ben, jeudi prochain, je vais... De toute façon, en tous les 3 jeudis, maintenant, je vais donner une conférence ici au centre. Alors, jeudi prochain, je donne une conférence. Ça va être réellement la psychologie de l'illusion. 3 semaines après, ça va être les mécanismes de la peur. 3 semaines après, ça va être la psychologie de la libération. Les mécanismes pièges, dangereux, justement, pour l'homme. Puis, je vais avoir un animateur avec lequel je vais pas m'amuser, Michel Rapier. Et puis, oui, on a du fun. Fait que ça, on va commencer à aller plus en profondeur, puis plus en termes pratiques les jeudis qui vont venir. Puis le prochain jeudi, c'est jeudi la semaine, cette semaine. La psychologie de l'illusion. Eh bien, c'est un rendez-vous qu'on se donne, Daniel, et puis on te remercie bien gros. On rappelle ton séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. Il me reste 5 places, alors je sais pas si... En tout cas, Ok, d'accord. En tout cas, c'est enregistré pour le vidéo et pour la postérité. Merci beaucoup, Daniel. de rien, papa. Merci de votre attention.